Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si je développe un petit peu la question, oui, ça c'est tout à fait possible. Les engagements du nouveau président, que deviendront-ils à l'épreuve de la réalité? À vrai dire, ce qui se passe en France aujourd'hui est assez inouï, comme on dit en ce moment à la SNCF. Vous avez sûrement participé, peut-être même à la polémique sur le nom de ce nouveau TGV. Inouï, en effet, ce qui se passe avec un président qui, il y a un an, jour pour jour, n'était pas candidat et dont tout le monde disait que jamais élu, jamais confronté au suffrage universel, n'ayant pas de parti politique, il n'avait évidemment aucune chance d'être président de la République. Inouï, bien sûr, le fait qu'il ait fait, comme il l'a fait, exploser une partie de la vie politique en France. La gauche, bien sûr. Là, je n'ai pas besoin de m'appesantir. Vous avez vu dans quel état est le Parti socialiste. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers sondages ce matin. Le PS est donné entre 5% pour certains et 9% pour les sondages les moins défavorables. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il serait passé de 19% à 10 ou 11% dans les prochaines élections législatives. Donc la gauche, c'est certain, a explosé. Nous avons publié hier une interview de Thierry Mandon, qui est un des ministres qui était d'ailleurs assez proche des milieux économiques et qui essaye de travailler à la refondation du PS et qui dit qu'il faut tout changer au PS, à commencer par le nom. Il a donc fait exploser la gauche, il a peut-être même fait exploser la droite, ça on verra, je dis peut-être, parce qu'on le saura avec certitude au soir des législatives. Si le président de la République a réussi à avoir une majorité absolue, autrement dit, si les Républicains n'ont pas réussi à sauvegarder ce qu'ils pensaient absolument inévitable, c'est-à-dire une alternance, et donc s'ils n'ont pas réussi à avoir la majorité aux élections législatives, alors il y a de bonnes chances pour que la droite telle qu'elle existe aujourd'hui, en ne parlant pas de l'extrême droite, la droite, les Républicains, cette droite explose. Rien de dramatique à ça. On reviendrait quelques années seulement en arrière, je veux dire sur le plan des organisations partisanes, avec un RPR d'un côté, une droite un peu plus raide dans ses principes, un peu plus souverainiste dans son mode de vision de l'économie, et puis une droite plus centriste, moins nationaliste, plus ouverte. Au fond, une UDF, comme elle a existé naguère, je ne dis pas jadis, naguère, il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui est certain, c'est que ça changerait beaucoup de choses et que ça remettrait complètement en cause les stratégies d'alliance qui permettent ou pas de gouverner en France. Mais on verra bien si, après la gauche, la droite républicaine, disons, explose. Ce qui est certain, c'est que ce qui s'est produit depuis quelques semaines est absolument inouï et va le rester, de même qu'est inouï le fait de voir à quel point le nouveau président de la République plane au-dessus de tout ça. Je ne sais pas si, comme moi, vous écoutez un peu les conversations, pas seulement dans les rédactions, mais le fait qu'il déambule dans la galerie des batailles hier avec Vladimir Poutine, qui soit un tout petit peu plus grand que Poutine aussi, chouïa plus grand, que Vladimir, enfin tout ça lui donne de la prestance, la poignée de main avec Donald Trump à laquelle il a résisté. Vous savez, Donald Trump a une méthode très particulière pour serrer la main. Il tire violemment celui à qui il serre la main, ça le déstabilise et ça donne à Trump l'impression qu'il est très fort. Ben là, on a vu que la poignée de main a eu lieu assis. Ça a été très commenté. Ça peut être des détails, mais tout ça, c'est des petits signaux qui montrent que Emmanuel Macron, aujourd'hui, plane au-dessus de tout ça. Ça plane pour lui. Il est dans une séquence idéale. Séduction, autorité, je viens de vous le dire, mais pas seulement. Autorité avec laquelle il a repoussé, par exemple, quelques candidatures insistantes pour rentrer dans le gouvernement. Je pense à... Bon, elle est la plus insistante, Ségolène Royal. Mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu bien d'autres. Autorité, nouveauté, bien sûr, audace, et puis, pour l'instant, succès. Alors, dans ce paysage, encore une fois, inouï, comment est-ce que les choses vont évoluer et autrement dit, comment est-ce que la réalité, comment est-ce que l'épreuve de la réalité va faire évoluer tout ça? Alors évidemment, il y a plusieurs scénarios, je les ai évoqués il y a un instant, selon que le président de la République réussit avec son mouvement, La République En Marche, qui est en fait un parti. Quand il vous dit j'ai mis fin au système des partis, non, rien du tout. Il est en train de créer un parti politique. Là, il ne faut pas être naïf, évidemment. Tout dépend de ce qu'il va réussir à faire, à obtenir de la part des électeurs au moment des législatives. Il y a 3 scénarios. Le premier, c'est le scénario de la majorité absolue pour les candidats de La République En Marche.
Le deuxième scénario, c'est celui de la coexistence. La coexistence, c'est l'existence d'un parti, La République En Marche, qui, par exemple, serait le premier parti, et puis les Républicains qui, d'une façon ou d'une autre, amènent, avec des négociations au jour le jour ou selon les projets, une majorité. Donc un parti qui est le premier, qui n'est pas majoritaire absolu et qui a besoin de nouer des alliances pour permettre à un gouvernement de faire passer des projets ou des propositions de loi. Et puis le scénario C, le troisième, c'est le scénario de la cohabitation. C'est différent de la coexistence. La cohabitation, c'est ce qu'on a vécu 3 fois, avec Jacques Chirac, Édouard Balladur, Lionel Jospin, 2 fois avec François Mitterrand président, 1 fois avec Jacques Chirac président. Cette cohabitation est une cohabitation de confrontation. Elle est peu probable. Elle est peu probable pourquoi ? Parce qu'il est assez peu probable aujourd'hui que les Républicains aient la majorité absolue à eux seuls. Alors, les 2 scénarios les plus vraisemblables, à mon avis, sont 1, La République En Marche est majoritaire, 2, elle est premier parti, mais pas majoritaire, et donc elle essaye de gouverner avec des alliances, occasionnelles, qui, au fond, ne changent pas grand-chose. Simplement, dans le scénario de la coexistence, on a un programme qui est un peu plus droitisé, par exemple en matière de finances publiques. Donc ces scénarios, en gros, nous donnent, si rien ne se passe d'ici là, en matière politique, on sait depuis 1 an qu'il faut être extraordinairement prudent dans ces pronostics. Mais disons qu'on peut presque enjamber ces élections législatives et se dire qu'on aura, scénario 1 ou scénario 2, une majorité qui sera plus ou moins en accord avec les préceptes et le programme d'Emmanuel Macron, mais on n'aura pas une confrontation, une cohabitation. Alors, si on enjambe ces élections et qu'on essaie de regarder ce qui peut se passer, comment est-ce que les faits, comment est-ce que la réalité peut être mise à l'épreuve ? Eh bien, moi, je voudrais vous proposer de distinguer 2 choses. D'abord, l'esprit Macron. Est-ce que l'esprit Macron, qu'on sent ici et là, on sent bien qu'il s'est passé quelque chose en France, qu'il s'est passé quelque chose sur l'image de la France. Et on sent bien que beaucoup de gens se disent, par exemple, bon, très bien, je ne suis pas complètement d'accord avec ce qu'il préconise, mais il faut lui donner sa chance. Et on entend beaucoup d'argumentaires comme ça. Les sondeurs sont assez frappés de voir que lorsqu'ils interrogent les sondés, le public, une partie des motivations de vote pour EM, En Marche, La République En Marche, est verbalisée comme ça. Après tout, donnons-lui sa chance. Bon, c'est un esprit. Est-ce que cet esprit va résister à la réalité ? Et puis, deuxième sujet, est-ce que les promesses d'Emmanuel Macron vont dépasser l'épreuve de la réalité ? Alors, l'esprit. L'esprit Macron, à mon avis, c'est 4 points principaux. Le premier, c'est initiative et entrepreneuriat. C'est ce qu'il a démontré, ou en tout cas, c'est ce qu'il a essayé de construire dans sa loi Macron, la loi Macron 1, qui n'a pas eu de loi Macron 2. C'est à ce moment-là qu'on était en janvier-février dernier, enfin, il y a 15 mois. C'est à ce moment-là qu'il prend la décision de partir au combat seul et de se lancer dans l'aventure présidentielle. Il ne le dit pas aussi ouvertement que ça, mais c'est un moment où il se dit, cet esprit que j'ai commencé à faire germer, entrepreneuriat, innovation, tout ce qui était contenu en sous-jacent dans sa loi Macron. Il y avait plus d'ailleurs d'esprit que de réalité. Quand vous prenez la loi Macron telle qu'elle existe aujourd'hui et telle que les décrets d'application l'ont transformée, il y a plus d'esprit que de réalité. Alors, bien sûr, il y a les bus, les cars Macron, etc. Mais regardez ce qui s'est produit sur un sujet qui a été très, très typique de la confrontation politique et très emblématique, les notaires. Vous savez, Emmanuel Macron avait fait de la lutte contre les rentes un des éléments moteurs de son projet. Bon, ce qui s'est passé avec les notaires a finalement eu peu de rapport avec la réalité de son premier projet de loi. Quoi qu'il en soit, ce qui reste de cette loi Macron, c'est la valorisation de l'initiative, de l'entrepreneuriat, pas de révolution, mais une acceptation, même une intégration dans le vocabulaire de quelqu'un qui était un ministre qui côtoyait quelques-uns des plus dogmatiques en matière de vision de l'économie au sein du PS. Et bien voilà, c'est quelqu'un qui portait une vision différente. Et je pense que celle-là continue à exister. Et je pense que à l'épreuve des faits, à l'épreuve de la réalité, cette part-là de l'esprit Macron
devrait subsister. Deuxième caractéristique de cet esprit, pas de tabou idéologique. Pas de tabou idéologique, que ce soit sur l'ISF, sur les 35 heures, sur tous ces sujets qui ont été les colonnes fondatrices du PS tel qu'il était en 2012. C'est ce qui a permis à François Hollande de conquérir le pouvoir. Eh bien, cette volonté, même cet acharnement à démolir les tabous idéologiques, à les dépasser, je pense, restera. C'est comme ça qu'il a fait exploser la gauche, clairement. C'est comme ça qu'il a fait exploser la gauche et qu'il a pris l'ascendant sur Manuel Valls, qui avait à peu près les mêmes repères. Je m'étais amusé il y a quelques semaines, au moment où Manuel Valls était encore un homme politique dont l'avenir semblait certain à court terme. C'était, au fond, juste au mois de janvier dernier, c'était vraiment hier. Je m'étais amusé à comparer les déclarations des uns et des autres, de l'un et de l'autre, de Manuel Valls et d'Emmanuel Macron, juste un an auparavant. Et sur les 35 heures, sur l'ISF, sur la flexibilité, sur la pénibilité, sur les affaires de retraite, il disait exactement les mêmes choses. Pas forcément avec les mêmes mots. L'un était plus raide que l'autre. Vous voyez à qui je pense. Mais il disait la même chose. Le fond était le même. Bon. Bousculer les tabous idéologiques, c'est vraiment ça qui a permis à Emmanuel Macron de faire exploser la gauche. C'est le droit du travail qu'il veut revisiter. On en parlera tout à l'heure dans ses promesses. C'est l'ISF, sur lequel probablement il devrait tenir, on verra, quand bien même, et ça c'est un tabou qui était indépassable à gauche, quand bien même sa réforme de l'ISF, étrangement, est une réforme qui est plus favorable pour les plus riches. Autrement dit, le nouvel ISF façon Macron sera d'autant plus favorable que vous détenez un patrimoine supérieur. En particulier si vous le détenez au travers de valeurs mobilières, puisqu'il va concentrer l'ISF sur l'immobilier, et seulement, semble-t-il, sur l'immobilier. Bon, tout ça, ça fait partie des tabous de la gauche, et bien cela, il les a bousculés, et je pense qu'il tiendra. Troisième élément de l'esprit Macron, l'ouverture, l'esprit d'ouverture. Ça s'est manifesté, bien sûr, dans sa candidature. Il a été, sur le plan économique et sur le plan des institutions, le candidat le plus européen. Les deux plus européens, c'était François Fillon et lui. Clairement, Emmanuel Macron a milité pour une relance de l'Europe et il a un esprit d'ouverture vers l'Europe qui est absolument incontestable. Mais au-delà de ça, et je pense que c'est important d'y insister, Emmanuel Macron a accepté d'endosser ce qu'est la globalisation, ce qu'est la mondialisation. Et dans ce combat, en particulier du deuxième tour, entre une candidate souverainiste, nationaliste, qui était pour la protection des frontières, la fermeture, et puis un autre qui était pour l'ouverture, pas forcément naïf, pas pour une ultra-ouverture, sans reprendre les mots de ultra-libéral ou pas libéral, mais qui était pour l'ouverture, pour la confrontation, pour la concurrence, pour les bienfaits de ce qui est ouvert et de ce qui nous rattache au monde. Clairement, lui, il a pris parti. Et alors, vous me direz, ça peut être très théorique, ça a été vu, y compris dans le détail. Rappelez-vous ce qui s'est passé, vous avez sûrement tous vu les images ou entendu parler de cette séquence, sur le parking de l'entreprise Whirlpool. Qu'est-ce qu'il dit aux ouvriers qui sont là et qui manifestent en disant « La mondialisation nous a cassés, la mondialisation nous a supprimé nos jobs, vous allez laisser fermer cette usine parce que la mondialisation nous a écrasés ». Qu'est-ce qu'il répond ? Il répond c'est la globalisation. Et elle offre davantage de bienfaits qu'elle ne présente d'inconvénients. Et je ne peux pas, et personne n'a le pouvoir de dire « Je ne vais pas laisser fermer cette usine ». Cette usine ferme si le process de l'actionnaire, qui est loin, qui a sûrement beaucoup de défauts, qui en plus est américain, quelle horreur, l'a décidé. Il n'y a pas moyen d'empêcher. Il aurait fallu l'empêcher en agissant avant. Mais ce qu'il dit là, alors il est entouré de gardes du corps, etc., il n'y a pas de courage physique au-delà de l'invraisemblable, mais ce qu'il dit est courageux sur le plan de la thématique, de son positionnement et de cette fameuse ouverture, cet esprit d'ouverture qui est non, ceux qui vous disent qu'on peut fermer le pays et qu'on peut éviter de payer le tribut à la globalisation, ceux-là vous mentent et vous ne devez pas les écouter. Ça n'est pas de soi, évidemment. Rappelez-vous, dans l'histoire, d'abord dans l'état d'esprit de la population française, on peut lutter contre la mondialisation. On peut avoir une petite musique française qui soit différente et qui, au fond, amène le reste du monde à s'aligner sur notre point de vue. Je vous rappelle que entre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon,
Nicolas Dupont-Aignan, une partie de l'extrême gauche, enfin même quasiment toute l'extrême gauche, eh bien c'est quasiment 50% de la population française qui a voté au premier tour de l'élection présidentielle pour des gens qui disent « nous voulons lutter contre la mondialisation, nous voulons ou bien nous faire fermer nos frontières, ou bien imposer aux autres de faire comme nous ». Petit exemple, je trouve que c'est un élément délicieux. Dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y avait l'harmonisation fiscale en Europe, sur notre modèle. Donc, comme vous savez que la France détient le record absolu en Europe des prélèvements obligatoires, c'était un truc qui était très facile à imaginer. Vous imaginez aux Pays-Bas, en Angleterre, pour autant qu'elles soient encore dans l'Europe dans 2 ans, en Allemagne. On vous dit, ben voilà, au nom de l'Europe, on va tous augmenter les impôts, on va augmenter les prélèvements obligatoires, on va prendre des milliards et des milliards d'euros en plus parce qu'il faut harmoniser. Non, pardon, mais c'était une proposition chavéziste, en quelque sorte. Ça lui correspondait bien. Quoi qu'il en soit, dans l'esprit français, cette façon de défendre l'ouverture et de dire non, il y a des bienfaits à la mondialisation était un acte courageux. Je pense qu'il réussira à maintenir, ou que cet esprit continuera à irriguer, en tout cas à nourrir son quinquennat. Et puis, 4e élément de ce que j'appelle l'esprit Macron, la nouveauté, évidemment, puisque c'est un de ses gimmicks. Ce qu'il fait est nouveau. Les partis politiques anciens, c'est passé. Maintenant, son mouvement est nouveau. Son gouvernement est nouveau. La société civile, c'est nouveau. En fait, bon, vous trouvez plein d'exemples à peu près comparables dans l'histoire récente. La société civile, c'est pas la première fois qu'elle arrive au pouvoir. Ça a beaucoup d'avantages. Ça a quelques inconvénients aussi. On ne tardera pas à s'en apercevoir. Pour le reste, la nouveauté de ce gouvernement doit être jugée également à l'empreinte de la haute fonction publique qui peuple les cabinets ministériels, naturellement, mais qui est issue pour un tiers des directeurs de cabinet ou des membres de cabinet de la droite et pour les 2 tiers des anciens membres de cabinet, directeurs de cabinet parfois, de la gauche. Donc c'est un peu... Et d'ailleurs, je fais référence à ce que disait votre président Éric Plat tout à l'heure, des projets vont ressortir, qui sont des projets qui ont été ressortis à chaque fois qu'un nouveau ministre se pointait dans une administration. L'administration, bonne fille, dit « Monsieur le ministre, nous avons plein de projets excellents pour le pays, les voilà dans l'ordre, et ce qui est en dessous de la pile devient au-dessus de la pile ». C'est une technique qui a donné quelques catastrophes avec des ministres, justement de la société civile, qui n'étaient pas forcément aptes, ou en tout cas habitués à ce qu'est la direction et la vie politique. Donc, poids de la fonction publique, réflexe de quelques bons vieux hommes et femmes politiques. Je vous rappelle par exemple que François Bayrou, dans les premiers jours de sa nomination, a expliqué par exemple que le recours aux ordonnances pour réformer le droit du travail n'était peut-être pas une bonne idée. Bon, pardon, mais quand on est ministre, il y a un principe qui s'appelle la solidarité gouvernementale. Et lorsqu'on vient d'être nommé, le fait d'envoyer un petit coup de canif dans le premier ou quasiment le premier contrat que le président de la République veut proposer aux Français me paraissait pas une idée géniale. Gérald Darmanin, un des 3 ministres qui vient du Parti Les Républicains, 2 ministres en dehors du Premier ministre, Édouard Philippe, et Gérald Darmanin, qui est chargé des comptes publics et de l'action publique, c'est-à-dire la fonction publique, la réforme administrative, a par exemple dit que la baisse des effectifs de la fonction publique, c'était pas un objectif comptable qu'on allait voir, qu'il faudrait mesurer ça au cas par cas, qu'il faudrait bien voir si les objectifs sont tenables. Bon, voilà, cette façon de dire l'objectif n'est pas un objectif, c'est vraiment de la politique pas très nouvelle en tout cas. Donc la nouveauté, cette partie-là de l'esprit, on verra ce qu'il en reste au fur et à mesure. Le pouvoir, dit-on, ne s'use que si l'on s'en sert. Ce qui est certain, c'est que la nouveauté, elle s'use beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Voilà pour l'esprit Macron. Voyons un peu les promesses, et en particulier 3 grandes promesses qui vont structurer le tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est là-dessus qu'il a fondé une partie de la conquête de l'opinion publique. Et c'est certain, c'est ça qui va
animé l'année 2017. 3 grandes promesses: la moralisation de la vie publique, le droit du travail et la réforme du droit du travail, et puis les affaires liées au budget et à la fiscalité qui, forcément, sous-tendent toute l'action d'un gouvernement. La moralisation à l'épreuve des faits. Là, je dois dire que l'actualité va encore plus vite que ce que j'imaginais. D'abord, un point pour dire que Emmanuel Macron joue sur du velours. Dire, tout le monde est pour la moralisation de la vie publique, ou plus exactement, personne n'oserait dire qu'il est contre la moralisation de la vie publique. Je n'ai pas besoin de faire un sondage. Bon, vous êtes tous pour la moralisation. En tout cas, vous n'êtes pas contre. Même si, à la réflexion, et on commence à s'en apercevoir, cette moralisation, elle peut avoir des effets assez complexes, peut-être même des effets pervers. J'entendais il y a 2 jours Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui disait « Nous sommes pour une transparence totale. » Totale. Mais où va-t-on ? La transparence totale, c'est la dictature. Simplement. Et donc, il faut faire attention à ce que la transparence ne soit pas une manière exclusive de sélectionner un certain nombre de gens qui vont tenir des postes publics au détriment, par exemple, de l'efficacité. On dit beaucoup que la société civile, c'est la panacée, c'est la manière idéale de faire participer les vrais gens à un gouvernement. Très bien, mais la société civile, par essence, contient des risques de conflit d'intérêts. Lorsqu'on nomme un médecin à la tête du ministère de la Santé, lorsqu'on nomme un patron d'exploitation agricole à la tête du ministère de l'Agriculture, ou plus encore d'une grande entreprise agroalimentaire, est-ce qu'on n'est pas au cœur du risque de conflit d'intérêts ? Évidemment, si. Mais est-ce que pour autant, au nom de la transparence totale et de la séparation absolue entre une vie privée et un engagement public, est-ce qu'il faut se dire, non, cette société civile, on va prendre des gens qui ont certains morceaux de succès dans leur carrière, mais on fera tout pour empêcher que l'expérience qu'ils ont acquise puisse servir dans leur vie publique. Donc vous voyez bien que la transparence totale, elle est grosse d'un assez grand nombre de dangers. Et puis alors, dans les faits, vous voyez bien ce qui se passe. On a une loi de moralisation de la vie publique qui n'est pas encore présentée, qui va être présentée, c'est très important, qui va être présentée avant même les élections législatives. Elle devrait être adoptée au dernier Conseil des ministres avant le 2e tour, entre le 1er et le 2e tour. C'est donc le 14 juin prochain, semble-t-il. Un projet de loi de moralisation qui va être construit autour de 2 ou 3 grands thèmes. 1, faire l'inverse de tout ce qui a été reproché à François Fillon. En gros, c'est simple. Donc, pas d'emplois familiaux, pas d'activités de conseil. Premier point. 2, faire que l'ensemble des principes de rémunération des députés, des députés et des sénateurs soient totalement transparents. Et donc, le meilleur moyen de les rendre transparents, c'est quoi ? C'est de les fiscaliser. Donc, fiscalisation des rémunérations des parlementaires. Et puis 3, limiter tout ce qui est cumul des mandats. Non pas seulement le cumul des mandats à l'instant T, mais le cumul des mandats dans le temps. Bon, cette loi part de principes qui sont tous excellents. Bon, les emplois familiaux, vous avez compris que c'était une demande de l'opinion publique. On s'aperçoit que certains ministres, un en particulier, qui a d'autres soucis dans l'univers immobilier, a employé un de ses enfants comme assistant parlementaire. Pas très longtemps, mais quand même. Et vous voyez cette transparence totale, vous voyez jusqu'où elle va. Et puis, on entend qu'un candidat de La République En Marche a été condamné à une peine d'inéligibilité en 2012, inéligibilité de 1 an. Et que donc, à ce titre, il n'est pas candidat, ou en tout cas, il est retiré des candidatures d'En Marche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'inéligibilité d'1 an devient une inéligibilité à vie. Ça aussi, c'est la transparence totale. Quelqu'un, par exemple, qui a un casier judiciaire ne peut plus être candidat à une élection législative. En droit, on a fait des études de droit, probablement un certain nombre d'entre vous en ont fait, lorsqu'on a purgé sa peine, lorsqu'on a payé à la société ce qu'elle réclamait pour réparer la faute qu'on a commise, il peut y avoir un casier judiciaire qui nourrit
ce qui peut se passer ensuite en cas de récidive, mais la faute, elle est payée, elle est réglée. Et donc, vous comprenez bien que cette manière de dire, d'apporter une exigence de moralisation supérieure à ce que même les principes généraux du droit prévoient, ça peut poser des problèmes. Donc voilà, on est dans cette séquence-là, assez complexe. Vous avez vu ce qui se passe avec Richard Ferrand, j'y ai fait allusion sans le nommer. Vous avez vu que le sujet va s'étendre à Marielle de Sarnez, qui est maintenant l'objet d'une enquête qui a été ouverte en mars d'ailleurs, pour des questions d'emploi fictif d'assistants parlementaires au Parlement européen. Enquête qui peut-être touchera un jour François Bayrou, puisqu'il a été mis en cause par une de ses anciennes députées, Corinne Lepage, ancienne ministre d'ailleurs, qui a dit très clairement un des chefs de cabinet de François Bayrou a été payé par le Parlement européen. Bon, tout ça, ça fait partie de ce qu'est la promesse de moralisation, et je ne suis pas sûr que ce soit toujours excellent. Un autre exemple, moi, qui me frappe beaucoup, les 3 mandats successifs maximum pour un député. Un des premiers effets qu'on a vu, même si peu de gens y ont porté attention, c'est le retrait de la vie politique de Marion Maréchal Le Pen. Alors, je ne partage ni de près ni de loin les idées de Marion Maréchal Le Pen, mais cette jeune femme a 27 ans, sûrement beaucoup de talent politique. Encore une fois, je ne partage pas ses idées, mais elle a déjà un mandat derrière elle. Elle était candidate pour un deuxième, qui était en fait son avant-dernier. Ça veut dire qu'à 35 ans, terminer sa vie politique de parlementaire. Est-ce que c'est intelligent de se dire qu'au nom de la moralisation et du renouvellement de la vie politique, on se prive de gens qui, ayant démarré très tôt leur carrière, et très bien, elle a eu le talent de se faire élire, se retrouvent à 35 ou 40 ans, c'est-à-dire à un moment où probablement vous tous, professionnellement, vous vous sentez vraiment dans la force de ce que vous pouvez apporter, se trouve obligé de dire, ben voilà, c'est fini, j'arrête, parce que j'ai atteint le maximum au compteur de cette obligation de passer la main au bout de 3 mandats. Voilà. Donc tout ça est assez compliqué, et je pense que même si la gestion de cette demande insistante de l'opinion publique pour la moralisation, même si elle va continuer à se manifester, cette demande, la gestion de cette demande face à ce qu'est l'intérêt à long terme de la vie publique ne sera vraiment pas évidente. Deuxième promesse à l'épreuve des faits, le droit du travail, la réforme du droit du travail. Deux grands thèmes. Un, le retour au fond à la loi El Khomri version 1. On va dire les choses simplement. Cette loi El Khomri version 1, elle était en fait une loi Macron, comme vous le savez probablement. Emmanuel Macron bagarre pour imposer ces réformes dans une loi Macron 2, et dans un arbitrage politique, je ne sais pas s'il aura été très intelligent, le président de la République et le Premier ministre, Manuel Valls, c'est une des raisons du contentieux, c'est pas la seule, mais une des raisons du contentieux entre Emmanuel Macron et Manuel Valls, le président de la République dit non, pour porter une loi comme ça, il faut un ministre, en tout cas quelqu'un qui, aux yeux du groupe parlementaire PS et plus largement aux yeux de l'opinion publique, comme on dit maintenant, coche toutes les cases. Et c'est le cas de Myriam El Khomri, une vraie militante PS, très implantée, je veux dire, sûrement extrêmement sincère. Pas besoin de vous décrire toutes les cases qu'elle coche, vous les devinez tout seul, sauf une qui était la connaissance de ce secteur. Mais après tout, on se dit, elle sera portée justement par un cabinet ministériel, etc. Et ça donne cette loi El Khomri qu'elle n'a, dans ses versions 1, qu'elle n'a pas enfantée. En réalité, ce n'est pas elle qui a porté ce texte. Cette version 1 qui est, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est torpillée par une fuite dans la presse qui crée immédiatement une énorme émotion au sein du PS, et tout ça part en vrille. Et cette V1 de la loi El Khomri deviendra la V, je ne sais plus, 40, 50, enfin même que ce soit la V40 ou la V3, elle aura été totalement dénaturée par rapport à ce qu'elle était au début. Et bien, la V1 de la loi El Khomri sera le fondement de la loi Macron, je ne sais pas comment elle s'appellera, la loi Pénicaud, du nom de la ministre du Travail, telle que Emmanuel Macron l'a promise pendant sa campagne. Flexibilité, barémisation
des indemnités de licenciement, des indemnités non conventionnelles, et puis négociation au sein de l'entreprise, de préférence à la négociation au sein de la branche. Ça, c'est le premier bloc de réforme. Ce bloc, comme vous le savez, il doit être pris par ordonnance. Et je pense que là aussi, Emmanuel Macron a beaucoup appris des échecs de ses prédécesseurs. Il dit ne pas croire à la période des 100 jours, mais il sait très bien que la latitude de mouvement, la possibilité d'action d'un nouveau président, surtout quand il a été élu avec 24% des voix au premier tour, c'est-à-dire le plus faible score d'un premier tour enregistré depuis Jacques Chirac. Jacques Chirac a été 4 fois candidat à la présidentielle. Il n'a atteint qu'une seule fois 20% de suffrage. Bon. Alors évidemment, à l'époque, il y avait un Raymond Barre, ou en tout cas un centre, et un François Bayrou, qui était très puissant. Mais voilà, je le redis, Emmanuel Macron, 24% des voix au premier tour. Il le sait, ça n'est pas suffisant pour fonder durablement une légitimité à manœuvrer lourdement l'opinion publique. Il a la légitimité absolue, mais la légitimité à manœuvrer lourdement l'opinion publique, c'est plus compliqué. Donc il veut agir vite, il veut agir par ordonnance. C'est probablement une très bonne raison. Je pense qu'il tiendra sur ce principe des ordonnances, malgré la très forte opposition de l'ensemble des syndicats. Il tiendra parce qu'il a de bonnes raisons internes de le faire et de bonnes raisons externes. Les bonnes raisons internes, je vous l'ai dit, c'est conviction. C'est le fait qu'il a les moyens d'imposer politiquement une réforme de ce genre. Qu'on soit dans le scénario 1 ou dans le scénario 2, majorité absolue ou majorité relative, il peut faire adopter ces ordonnances, en tout cas valider les ordonnances après les avoir édictées, par une majorité de coalition avec une partie de la droite. La droite aurait dû voter une loi El Khomri 1. Elle n'a pas eu l'occasion de s'exprimer là-dessus, mais elle aurait sûrement dû voter, et elle voterait, probablement sans trop traîner les pieds, en tout cas j'espère, une loi Macron si elle reprend l'essentiel de ces prescriptions. Et puis les syndicats sont très affaiblis. La pédagogie de cette réforme du droit du travail a été faite, au fond, depuis 2 ou 3 ans. Elle était partie en vrille parce que qu'est-ce qui a cloché dans la réforme El Khomri ? C'est simplement que François Hollande a pris à contre-pied sa propre famille politique, sans avoir jamais promis ça dans aucun de ses discours, et en tout cas jamais avoir été élu pour ça. C'est l'inverse pour Emmanuel Macron. Il a été élu sur ce programme. Ça, c'est la raison interne. Mais il y a une raison externe qui est encore plus prégnante, encore plus forte, encore plus pesante. Cette raison externe, c'est l'Europe, et en particulier l'Allemagne. La raison pour laquelle Emmanuel Macron veut aller vite sur la réforme du droit du travail, c'est bien sûr parce que, je vous l'ai dit, sa marge de manœuvre est forte en ce moment, mais c'est aussi qu'il doit, avant le mois de septembre, avant l'automne, donner à l'Europe, et aux Allemands en particulier, un signal fort que la France se réforme vraiment. Nous serons l'année prochaine le seul pays en Europe, le seul, à être à 3% ou au-delà des 3%. Le seul. A priori, nous devrions être à 3,2% de déficit des finances publiques. Le seul. Tous les autres pays, et bien sûr tous les autres pays de la zone euro, seront en dessous de cette limite-là. On a déjà eu deux accommodements de la Commission européenne, 2 sursis. On a promis beaucoup de choses et on n'a jamais tenu nos promesses. Vous pensez bien qu'Emmanuel Macron ne peut pas, et il le sait très bien, aller voir la Commission en disant « Bon, écoutez, vous me laissez faire une petite réforme, il faut que je lâche un peu de l'Est, parce que vous comprenez, la société française est fracturée, c'est vrai, c'est difficile, j'ai été élu, etc., etc. Donnez-moi un peu de... » Les Européens disent « Non. On célèbre beaucoup dans le cadre d'une forme d'idéalisation des premiers pas d'Emmanuel Macron, on célèbre beaucoup l'Allemagne qui a retrouvé enfin confiance en la France. Mais qu'est-ce que c'est cette blague ? Il suffit de lire la presse allemande, ou en tout cas ce que je fais, la traduction de la presse allemande, pour voir que les Allemands sont pas... Ils aiment beaucoup le personnage, ils aiment beaucoup son image, ce qu'il transporte avec lui, sa jeunesse. Ils aiment beaucoup le fait qu'il ait battu Marine Le Pen. C'est frappant de voir comme beaucoup d'étrangers, les Anglais, les Américains et une partie des Allemands étaient persuadés que Marine Le Pen allait gagner. Les Américains nous disaient « mais nous, on a eu Trump ».
vous allez avoir Marine Le Pen. Les Anglais nous disaient, bien sûr, c'est pas dans les sondages, mais nous, on a eu le Brexit, vous allez avoir Marine Le Pen. Et les Allemands, pour une raison qui est liée à leur histoire, je ne vous fais pas de dessin là non plus, disaient, bien entendu, vous aurez Marine Le Pen. Et donc, le fait qu'il ait battu Marine Le Pen lui donne un statut particulier, mais sur le fond, sur sa politique, pas de quitus. Il est désormais appelé en Allemagne notre cher ami. Cher. Parce qu'ils se disent, si on cède, c'est nous, les Allemands, qui allons payer pour ce que les Français ne font pas comme réforme. Voilà. Donc, il a besoin, très vite, de montrer aux Allemands, bien sûr, mais à toute l'Europe, qu'il va faire des réformes. Et puis j'ajoute un dernier point, ça c'est plutôt un avantage. La conjoncture est bonne, la conjoncture économique, la conjoncture sociale aussi n'est pas mauvaise. On verra ce qui se produit dans les semaines et les mois prochains. Et même si on sait très bien que toutes ces réformes sont coûteuses en termes d'emploi dans un premier temps, le fait que la conjoncture vienne, amoindrir l'effet négatif de ces réformes avant que les effets positifs ne prennent le relais, sera pour lui un facilitateur. Troisième et dernière promesse et troisième et dernière réforme pour cette année 2017, le budget, la fiscalité. Là, je suis nettement plus circonspect. C'est la grande faiblesse du programme d'Emmanuel Macron. Pas de baisse de la pression fiscale en général. Je vous rappelle que la France, je l'ai évoqué il y a un instant, est championne d'Europe, championne des pays riches de l'OCDE en matière de prélèvement obligatoire. Nous sommes à 44,6% de prélèvement obligatoire. On prélève 44,6% de la richesse que nous créons tous pour la recycler et faire que l'économie française vive sur, là aussi c'est un record, 56,4% de dépenses publiques. La différence entre les deux, c'est les déficits. 70 milliards de déficit. Aujourd'hui, pas de mesures correctrices à court terme. Emmanuel Macron avait dit, et c'est une surprise, qu'il ne ferait pas de collectif budgétaire en arrivant au pouvoir. Autrement dit, qu'il se coulerait dans les chaussons, les croquenots laissés par le pouvoir précédent en matière budgétaire. Bon, c'est une surprise, mais ça veut dire qu'il ne se donne pas les moyens d'agir sur le plan budgétaire avant le début de l'année prochaine. Bon, ça, c'est, à mon avis, c'est une grande faiblesse dans toute l'histoire des réformes de l'Allemagne, qu'on idéalise un peu, mais qui sont bien réelles, ces réformes. Il y a deux piliers. Il y a les réformes dites réformes Hartz, c'est-à-dire les réformes du droit du travail, qui ont été absolument fondamentales, et en particulier un aspect qui a été très durement imposé en Allemagne, qui est l'obligation pour des chômeurs de prendre un métier, prendre une offre d'emploi beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus raide qu'auparavant. Et puis, il y a tout l'aspect budgétaire. C'est-à-dire la baisse de la dépense publique a été un effet absolument impératif imposé à tous les ministères. Voilà, ça donne quoi? Ça donne que cette année, là où la France a 70 milliards de déficit budgétaire, comme l'année dernière, quasiment comme il y a 2 ans, l'effort a été nul. Quand le gouvernement sortant nous disait nous avons réduit les dépenses publiques, non, ils ont réduit le rythme de progression. Vous allez voir votre banquier, même si c'est un banquier qui fait partie de la fédération. Vous dites, voilà, moi je dois réduire mon train de vie, j'ai des coûts trop élevés, je vais réduire la progression de ce train de vie. Ça vous va? Enfin, pas besoin d'être grand clerc pour savoir que ça ne lui ira pas à votre banquier. Bon, là, on a réduit la vitesse de progression de la dépense publique. Là, il faut réduire la dépense publique. Et là où la France a 70 milliards de déficit de son budget, je parle du budget, 70 milliards, l'Allemagne a 20 milliards d'excédent, avec 10 points de fiscalité en moins. C'est trop pour l'Allemagne. Et l'Allemagne doit investir, etc. Elle est en excès d'excédent. Mais quelle incroyable comparaison entre ces deux pays qui, il y a 10 ans, étaient dans une position qui était quasiment inverse. En tout cas, l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe. Tout le monde l'a dénommé ainsi. On va voir ce qui va se passer, mais à mon avis, cet aspect-là, avec une hausse programmée de la CSG, 1,7%, qui va toucher, y compris des populations qui ne seront pas favorisées par la baisse des cotisations sur les salaires, qui est promise en compensation, et qui ne verront pas la baisse de la taxe d'habitation, parce que la taxe d'habitation, elle aura baissé pour 80% des gens dans 5 ans. C'est un processus qui va être progressif, qui ne coûtera pas 10 milliards par an. On va voir comment est-ce que ça va passer, mais c'est vrai que le signal qui est de dire, dans ce pays qui est déjà le recordman du monde développé en matière d'impôts, augmenter la CSG, même si on baisse d'autres taxes encore une fois par ailleurs,
suis pas sûr que ce soit un signal absolument excellent. Je ne vais pas me lancer dans un débat avec d'aussi éminents représentants du commerce sur les vertus de la hausse de la TVA par rapport à la CSG. J'ai quelques arguments, je peux comprendre que vous en ayez d'autres, je ne sais pas d'ailleurs, dans un contexte de quasi-déflation, en tout cas de non-inflation. Je ne sais pas très bien ce que ça aurait donné. Quoi qu'il en soit, ce sera, à mon avis, une épreuve de vérité. Parce que là, sur le plan en particulier de l'opinion publique, cette promesse Macron, la troisième grande réforme de l'année, sera un peu plus compliquée à faire passer. Voilà. Je me suis concentré sur 4 éléments constitutifs de l'esprit Macron, savoir comment est-ce que ça allait résister à l'épreuve des faits, sur 3 grandes réformes qui sont le début de l'année 2017, pour vous dire que ce qui se passe en France est effectivement inouï, je le reprends, qu'on a quelques chances pour une fois d'avoir quelque chose qui résiste à l'épreuve des faits. On verra. On verra par exemple, ce n'est pas encore un pari de ma part, mais c'est un vœu certainement, si en matière budgétaire et de fiscalité, il pourra dépasser ses promesses. Ce serait bien que pour une fois un président dépasse des promesses qu'il n'a pas fait, mais que ça aille dans le bon sens. Je vous remercie beaucoup. Merci Nicolas Bétou. Restez quelques instants avec nous. Donc en gros, 2 paris. Oui, la réforme du droit du travail ira au bout et dans une version plus ambitieuse que la dernière sur laquelle on est resté il y a quelques mois. Mais non, par contre, la réforme budgétaire n'avancera pas beaucoup. Et en gros, moi, j'entends qu'il y a toujours cet équilibre entre, d'un côté, une objective nouveauté. Il y a de l'innovation à tous les points de vue, vous l'avez dit, pour démarrer. Et il y a encore de la vieille politique. Il y a 2-3 dogmes qui demeurent forts. L'histoire de la transparence totale, vous avez démontré en quoi c'est intéressant intellectuellement, mais c'est dangereux quand même de manière plus opérationnelle. Et deuxièmement, l'histoire de la politique à l'ancienne. Vous auriez pu rajouter à ce que dit Darmanin ce qu'a fait le maire pour sauver une usine ou tenter de la sauver en appelant 2 patrons. Ce qui est quand même ni plus ni moins que ce qu'on fait depuis quelques décennies en France. Est-ce que la réforme du droit du travail dont vous dites, celle-là, elle va aller au bout? Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle peut être acceptée par la société, eu égard à l'état de la société? Si vous voulez, je pense que... D'abord, ma réponse est oui, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce qui m'intéresse. Je pense qu'encore une fois, la pédagogie a été faite. Regardez ce qui s'est passé depuis 3 ans maintenant. On a eu quasiment une demi-douzaine de rapports qui disent tous la même chose. Et pas seulement des rapports d'horribles économistes ultralibéraux, ultra-libéraux, des gens avec le couteau entre les dents qui veulent saigner le social. Non, on a des gens comme Badinter. Pardon, mais c'est pas un dingue du libéralisme. Il avait fait un rapport avec un professeur qui s'appelle Lyon-Camp qui était extrêmement clair, qui a été publié et qui dit il faut flexibiliser tout ça. Un rapport très important de quelqu'un qui est sorti maintenant de la vie, j'allais dire publique. Non, son nom était quasiment inconnu du grand public. Il s'appelle David Combrexel. Et ce monsieur Combrexel a été pendant 11 ans le patron des relations du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au ministère du Travail, et il a survécu, si j'ose dire, à plein de ministres de droite et de gauche, il a été celui qui avait le monopole de la relation avec les syndicats. C'était le trait d'union entre l'action publique et la vie des syndicats. Eh bien, ce monsieur Combrexel a publié un rapport qui dit exactement ce que disait la loi El Khomri. Et puis on a eu Terra Nova, qui n'est pas spécialement un think tank de droite, carrément plutôt de gauche. On a eu l'Institut Montaigne, qui est ouvertement libéral, mais qui disait la même chose que Terra Nova. Et donc, tous ces gens-là ont créé beaucoup d'éléments de pédagogie. Et donc, cette pédagogie a été faite. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché l'année dernière? Encore une fois, parce que c'était l'inverse de ce qu'avait proposé dans sa vision du socialisme et de la réforme en France. C'est l'inverse de ce qu'avait proposé François Hollande. Et puis, il avait ses frondeurs. Oui, mais Nicolas, mais je vous rappelle que la question était, est-ce que la société... Oui, parce que c'est intéressant... je fais une petite relance, Nicolas. Vous me répondez le haut de la pyramide, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne direction. Ma question était, est-ce que dans le bas de la pyramide, le terreau est assez fertile? Ma réponse est oui, parce que la pédagogie a été faite. Alors, cette pédagogie, elle ne résiste pas au fait que quelques ténors politiques disent « attention, danger ». Mais si on est dans une démarche où ceux qui sont là, qui constituent la majorité, défendent cette loi en disant voilà pourquoi, bien sûr il y a des aspects négatifs, mais voilà pourquoi c'est bon pour le pays, alors ça passe. Qu'est-ce que vous voulez quand vous avez une opinion publique qui est inquiète,
qui est profondément inquiète, et qui dit et qui entend un certain nombre de ténors dire c'est un assassinat social, ça va être une boucherie, c'est l'inverse de ce pourquoi on a été élu. Comment voulez-vous que ça ne fasse pas vaciller les certitudes? Ce sont des réformes qui sont très difficiles à faire passer. Si vous n'avez pas derrière vous, derrière celui qui propose cette réforme, un bloc de gens qui disent il faut tenir là-dessus parce que c'est bon à terme. Moi, je voyais il y a quelques jours une entreprise qui travaille dans l'automobile, un équipementier automobile. Au moment de la grande crise de 2008-2009, ils réduisent les emplois par milliers. Et aujourd'hui, ils sont à plus de 2 fois plus d'employés qu'en 2007. Bon, ça, cet effet... Vous avez des cas très spectaculaires. Un des cas les plus spectaculaires dans l'économie libérale, c'est le cas de British Airways. British Airways, qui a été une compagnie qui a été au bord de l'abîme, qui a massacré son emploi, au sens politique du terme, et qui est redevenue une compagnie qui emploie beaucoup plus de salariés qu'elle n'en a jamais employé. Bon, ce type de raisonnement, c'est-à-dire être capable de trouver un personnel politique qui dit à l'opinion publique « oui, on va avoir un moment difficile », parce que toutes les réformes de libération se payent à un moment, mais elles produisent ensuite des effets. Être capable d'avoir des gens qui défendent ça, oui, ça peut faire tenir une opinion publique dans le sens de la réforme. Avant-dernière petite question, sur quoi sera-t-il jugé au final, Macron? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Dans 5 ans. On va commencer par ça. Moi, ma conviction, c'est que vous savez que depuis 1978, tous les pouvoirs en place ont été balayés, tous. 78, Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing gagnent les législatives. Ensuite, en 80, ils les perdent. 86, cohabitation. 88, Chirac perd, Mitterrand revient au pouvoir. 93, Mitterrand perd, Bérégovoy perd, et Balladur arrive au pouvoir. En 95, Balladur est battu par Chirac, qui est battu en 97 par Lionel Jospin, qui perd en 2002, qui perd en 2007. Jacques Chirac gagne en 2002 et il est battu en 2007 par Nicolas Sarkozy, qui fait campagne sur la rupture. De la même manière que François Hollande, alors il n'est même pas battu, il n'est même plus en position de se présenter en 2016-2017. Bon, pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça? Parce que, en particulier depuis 15 ans, aucun gouvernement n'a fait ce pourquoi il avait été élu. Et aucun gouvernement n'a été capable de dire « voici mes résultats. Voici ce que je vous avais promis, voici ce que j'ai réussi, voici ce que j'ai raté. » Mais les résultats ne sont pas là. Et quand je vous parlais de la comparaison avec l'Allemagne, mais c'est vrai avec plein d'autres pays, je sais bien que l'Allemagne à la fois fascine et exaspère. Mais comparons-nous aux Pays-Bas, comparons-nous à des pays comme la Belgique. L'Espagne vient de très très loin. Mais regardez la vitesse à laquelle ce pays... qui a pris dans le buffet des réformes super dures. Regardez la vitesse à laquelle il se Donc il sera jugé sur les résultats. Les résultats. Aujourd'hui, il dit « Mon objectif, c'est 7% de chômeurs. Je ne sais pas comment il y arrive. À mon avis, l'histoire de la nationalisation de l'assurance maladie est je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise réforme. C'est un faux sujet. On change la nature de l'outil. On ne change pas la nature des lois et de la manière dont il va agir. Donc, c'est peut-être une bonne réforme. C'est sûr que ça ne va pas faire plaisir aux syndicats du tout. Bon, très bien, peu importe. Mais ce n'est pas une réforme qui va bouleverser le marché du travail. C'est une façon de redonner clairement la main à un État qu'il a déjà. Je vous rappelle, un tout petit rappel, il y a un an, sur l'aspect le plus symbolique de cette espèce de fiction que les partenaires sociaux ont la main sur l'assurance chômage, l'accord sur les intermittents, signé par une majorité de syndicats, mais pas par la CGT, qui met le feu au festival, ou qui menace plutôt de mettre le feu au festival. Et Manuel Valls passe par derrière et dit écoutez, vous avez signé votre accord, désolé, moi je le raye et je réimpose le fait que les intermittents du spectacle, que je salue dans cette salle, auront droit à un traitement de chômage, comment dire, une couverture chômage très avantageuse. Bon, ben voilà, typiquement, l'État avait déjà la main, il va l'avoir complètement, c'est la fin des faux-semblants, c'est pas ça qui fera qu'on passera à 7% de chômeurs. Bon, et la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra juger rapidement si le pari de la réforme du droit du travail est tenu, oui. Vu la manière dont Macron a dit qu'il le ferait passer, c'est-à-dire par ordonnance. On a juste quelques semaines à attendre pour voir s'il sera tenu. Merci Nicolas Bétou. Merci à vous. Merci. Vous pouvez l'applaudir.